Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Au sommaire, aujourd'hui, nous verrons d'abord que l'extrême gauche applique la ségrégation raciale et sexuelle dans les rues de Paris. Nous analyserons ensuite cette volonté des footballeurs de l'équipe de France de mettre un genou à terre pour lutter contre le prétendu racisme systémique de la police américaine. Un bobard systémique qui a d'ailleurs été récompensé du Bobard d'Or 2021. Nous reviendrons ensuite, comme d'habitude, sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre revue de presse. Puis nous conclurons cette émission en nous intéressant aux nouvelles attaques de la presse contre CNews. Immédiat numéro 353, c'est parti. Et pour commencer cette émission, bien c'est l'image de la semaine. Et cette image, la voici, c'est une vidéo. Voilà, alors là, vous avez une vidéo qui est parfaitement sexiste, les mecs derrière, et parfaitement raciste, les blancs derrière. Donc, ça devrait susciter une indignation générale et l'action du parquet. L'action du parquet que fait le parquet de Paris. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Et la vidéo est traitée effectivement par Libération, par Fake News de Libération. Et là, on a le travail typique des fact-checkers, qui consiste non pas à nier le fait qu'il y a eu cette vidéo, mais le fait qu'elle n'a pas été exactement bien datée et bien localisée. Donc, oui, parce que je le rappelle, elle est apparue sur les réseaux sociaux cette semaine, en début de semaine, après donc la manif contre l'extrême droite et pour les libertés, et en même temps que la Gay Pride dans plusieurs villes françaises. Et donc elle est ressortie à ce moment-là, et Fake News a dit oui, mais en fait, c'était pas la bonne date, c'était il y a un mois, plutôt que... Voilà, alors, Fake News a raison, si j'ose dire, sur le détail du fait, mais il occulte l'aspect absolument essentiel, à savoir qu'au fond, il est tout à fait possible de tenir des discours de ségrégation au regard de la race, au regard du sexe, au regard de l'orientation sexuelle en France, à condition que ce soit contre les hommes, contre les blancs et contre les hétéros. Voilà. Voilà la situation. Et d'ailleurs, Fake News qui dit oui, mais c'était il y a longtemps, voilà. Mais oui, mais l'idée même que pendant un mois, on n'ait pas entendu parler de ces propos-là, si ça avait été l'inverse, si ça avait été les noirs derrière et les femmes derrière, on en aurait entendu parler immédiatement, quoi. Alors, entendons-nous bien, moi je ne demande pas qu'on applique la loi Pleven contre ces gens-là. Je demande tout simplement qu'on supprime la loi Pleven. Parce que si on ne l'applique pas sur ces gens-là et qu'on l'applique dans d'autres cas, alors là, on est vraiment dans un système que j'appelle l'anarcho-tyrannie. C'est le 2 poids, 2 mesures. Passons au premier sujet, footballeur, genou à terre et Bobard d'Or 2021. C'était la polémique médiatique de cette semaine, de ce début de semaine, à l'occasion du premier match des Bleus, à l'occasion de cette compétition de l'Euro contre l'Allemagne. Eh bien, Hugo Lloris, le capitaine, avait annoncé que l'équipe de France
poserait un genou à terre en début du match pour donc lutter contre le racisme systémique de la police américaine et contre le racisme en général. L'Obs a donc par exemple titré « Les Bleus vont poser un genou à terre contre les discriminations. Le geste est déjà critiqué par des politiques de droite. » BFM, l'extrême droite vend debout contre le genou à terre annoncé par les Bleus. Et finalement, Jean-Yves, les Bleus ont pris la décision de ne pas mettre un genou à terre avant le début de la rencontre France-Allemagne. Alors, c'est tout à fait intéressant, parce que le genou à terre, qu'est-ce que c'est ? C'est la soumission à l'idéologie woke, à l'idéologie américaine, à l'idéologie Black Lives Matter, c'est-à-dire à l'idéologie de culpabilisation du monde européen, du monde blanc. Et il se trouve que ce projet de mettre le genou à terre a suscité une assez forte résistance, à la fois d'un certain nombre d'hommes politiques et surtout sur les réseaux sociaux, avec une campagne de boycott. Un hashtag boycott les Bleus. Hashtag boycott les Bleus. Et finalement, ça a porté, puisque les Bleus, en tout cas, ce coup-ci, pour ce match avec l'équipe d'Allemagne, n'ont pas mis le genou à terre comme ils l'avaient mis il y a quelques semaines dans un match amical à Nice. Ça prouve que la résistance est utile, puisqu'en l'occurrence, elle a produit là un résultat tout à fait intéressant. Alors, il y a eu débat donc politique, débat populaire sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez noté Jean-Yves, et il y a également eu le débat médiatique sur les plateaux télé. On va le voir par exemple sur l'heure des pros. Alors évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, combattre le racisme, il n'y a aucun souci, on est tous d'accord. Mais il se trouve que c'est un geste politique, c'est un geste par Black Lives Matter, et qu'il ne faut pas être dupe, bien évidemment, de ça. C'est aussi l'américanisation parfois de notre société, la soumission, pourquoi pas, à l'américanisation. Je pense que ça n'est pas opportun, je ne vais pas surprendre grand monde, mais d'abord parce que c'est pas notre histoire, effectivement c'est une histoire très américaine qui en plus suit la mort de George Floyd, qui a déjà suffisamment mis le bazar ici pour des raisons de pure manipulation médiatique. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de combat dans le fait de se mettre à genoux, il y a juste clairement un signe de soumission qui en plus se fait dans un cadre qui n'est pas le nôtre. Donc oui, moi ça me choque, clairement. Oui, je suis d'accord avec Charlotte. C'est vrai que c'est assez étonnant. Et c'est vrai que les États-Unis ne sont pas la France, quoi. C'est pas des situations comparables. D'ailleurs, ça a commencé avant la mort de George Floyd. J'ai vu ça, un quarterback de San Francisco qui en 2016 a initié ce mouvement. Alors c'était en protestation contre des meurtres de Noirs par des policiers. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une réalité. En France, la police française n'est pas comparable à la police américaine. Autre réaction médiatique, celle d'Éric Zemmour dans Face à l'info. L'origine de ce geste, c'est de protester contre les États-Unis et leur politique, ouvrez les guillemets, de discrimination vis-à-vis des Noirs. Je ne vois pas le rapport avec un joueur français, avec une équipe de football française. Il y a eu la généralisation de ce geste après la mort de George Floyd, encore une fois un Américain, mort à des milliers de kilomètres d'ici, avec un policier américain. Je ne vois pas le rapport et je ne vois pas pourquoi des joueurs français s'agenouillent pour se protester contre une éventuelle politique américaine, raciste ou discriminatoire. Bon, alors c'est tout de même assez intéressant de voir que François-Olivier Gisbert, Charlotte Dornelas, c'est pas une surprise, Anne Fulda, ça l'est un peu plus, Zemmour, c'est pas une surprise, condamne finalement ou se distancie de ce geste, à la fois parce qu'il lui reproche le côté soumission, oui, et puis le côté américanisation, parce qu'au fond, tout ça s'explique par quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Ceci étant, je trouve qu'ils ne vont pas tout à fait au fond des choses. Et notamment, Anne Fulda a intégré finalement ce qui est un mensonge, et nous allons le démontrer, à savoir le racisme systémique de la police américaine, qui est censée être la cause de tous ces événements. Or, il n'y a pas de racisme systémique de la police américaine. Alors, on va prendre le cas, la mort de George Floyd, évidemment, est tout à fait triste, comme toutes les morts, sauf qu'il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, il y a 1000 personnes tuées chaque année dans des tirs ou des problèmes avec la police. Ça fait 3 par jour.
3 par jour. Ouais, c'est pas anodin, Pourquoi on a monté celle-là, comme cet événement, comme un événement mondial, alors qu'il y en a 3 par jour? Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est un noir. C'est vrai. Il faut savoir que sur ces 1000 morts, 46% sont blancs. Donc la majorité des gens tués par la police, dans des circonstances où la police a souvent des raisons légitimes d'autodéfense, 46% sont des blancs. Et 30% sont des noirs. Donc il y a plus de blancs que de noirs. Vous allez me dire, 30% de noirs, c'est beaucoup. Il n'y a que 13%, 13-14% d'Afro-Américains aux États-Unis. C'est vrai. Mais est-ce que vous savez combien il y a de meurtres commis par des noirs? Quel est le pourcentage des meurtres commis aux États-Unis par des noirs? Moi, je le connais, mais les téléspectateurs de Téléliberté ne le connaissent pas forcément. 48%. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, évidemment, ça veut dire qu'il y a une dangerosité statistique plus grande. Et que quand on compare les 48% de meurtres commis par des noirs aux 30% de noirs, au pourcentage de tués par la police qui sont noirs, eh bien, on voit que finalement, il n'y a pas tant de distorsion que cela. Alors, Jean-Yves, on pourrait vous dire, oui, mais alors là, c'est un peu au doigt mouillé, ça paraît bien, mais est-ce qu'il existe peut-être des travaux académiques sur ces questions-là? Alors, il y a des travaux académiques qui ont été menés aux États-Unis pour essayer de voir si, effectivement, dans les tirs policiers, les circonstances des tirs policiers, il y avait, en quelque sorte, une préférence pour les Noirs. Ouais, bon. Et les travaux académiques ont montré qu'il n'y avait pas, dans le comportement de la police, de différence entre les Noirs et les Blancs, face aux Noirs ou face à des Blancs, menaçants dans les deux cas, et les études montrent même que selon que l'officier de police soit blanc ou noir, ne change pas non plus le résultat. Par conséquent, tout ce qu'on nous raconte sur le racisme systémique de la police américaine, pas notre affaire, c'est aux États-Unis, mais tout ce qu'on nous raconte est faux. Ouais. Et la vérité, c'est qu'il y a une surdélinquance systémique des Afro-Américains. J'ai cité pour les meurtres, c'est absolument manifeste, 13% de la population, 48% des auteurs de meurtres. Mais c'est vrai aussi pour d'autres formes de délinquance. Et donc, c'est ce qui explique la situation, c'est la surdélinquance systémique des Afro-Américains. De même qu'en France, s'il y a des problèmes avec la police, entre l'immigration et la police, c'est qu'il y a aussi une surdélinquance systémique de l'immigration. Il faut rétablir les faits, et c'est ce que nous avons fait à la cérémonie des Bobards d'Or, puisque le Bobard d'Or a été attribué à ce bobard systémique, consistant à attribuer indûment un racisme systémique à la police. Ouais, donc c'est intéressant, les Bobards d'Or ont récompensé les meilleurs mensonges des journalistes. Donc là, effectivement, le bobard du racisme systémique était en plus particulièrement d'actualité, puisque c'était le jour même du match France-Allemagne, ou la veille. Jean-Yves, cette cérémonie qui a donc eu lieu ce lundi 14 juin, elle a récompensé d'autres protagonistes. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le podium? Alors, le Bobard d'argent a été attribué tout particulièrement à TF1 et à France 2, qui ont ouvert leur JT par l'annonce d'un résultat scientifique paru dans la revue The Lancet. C'est très rare qu'une publication scientifique fasse la une du JT. Eh bien, ça a été le cas pour une publication du Lancet sur la chloroquine. Manque de chance, c'est une publication dont on a vu très très vite, c'est-à-dire à peine 48 heures après, qu'elle était totalement bidonnée et que le Lancet a retiré. Ouais. Bon, on a cité les deux JT, mais l'ensemble des médias méritent. C'est d'ailleurs le problème de cette cérémonie des Bobards, c'est qu'avant on pouvait distinguer telle ou telle personnalité particulièrement qualifiée comme bobardeuse ou bobardeur. Et aujourd'hui, c'est souvent l'ensemble des médias. Et sans compter qu'il y a en plus beaucoup moins de journalistes qui signent leurs articles, peut-être. Hein. C'est aussi un moment de fond. Et le bobard de Ballon, c'est le bobard complot, puisqu'on a accusé Trump d'expliquer sa défaite par un complot. Il se trouve, là encore, que le magazine Time, qui est le grand magazine américain, magazine de référence américain, a consacré une vingtaine de pages à la campagne secrète, je reprends leur terme, ou la campagne fantôme, menée
pour permettre l'élection de Biden au détriment de Trump, et en expliquant que c'était l'alliance de l'extrême gauche, des activistes d'extrême gauche et des titans du business, je cite le Time. On a d'ailleurs une illustration finalement de cette alliance du grand capital et de l'extrême gauche avec l'opération de Louboutin. Je crois que c'est des chaussures à plusieurs centaines ou plusieurs de milliers d'euros. Enfin, Plusieurs milliers d'euros, ouais. Je ne suis pas client. Pas non plus. Voilà. Vous devriez demander une augmentation à TV Liberté. Oui, pour avoir le modèle Assa Traoré, c'est ça? Voilà, pour avoir le modèle Assa Traoré, puisque Assa Traoré est utilisé comme mannequin, en quelque sorte, pour promouvoir ces chaussures, ce qui a choqué un certain nombre de syndicats de police, auxquels quelqu'un a répondu humoristiquement, ce serait quand même bien que toute la famille Traoré soit équipée de Louboutin, ça vous permettrait de les rattraper plus vite. Ah, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est effectivement une démonstration, un exemple français de l'alliance entre les Black Lives Matter et le grand capital. Donc oui, c'est assez intéressant. Très bien, on a eu donc le podium des Bobards d'Or et on va passer à la revue de presse. L'été approche et la saison des élections également. Et Jean-Yves, qui dit élection dit grande déclaration reprise par les médias. Avec, par exemple, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui évoque la marque satanique que représenterait une victoire Rassemblement National. Rien que ça. Alors là, il y a de la surchauffe. Il y a de la surchauffe chez Darmanin. Mais c'est un petit modèle, donc c'est sûr que ça surchauffe assez vite. Et puis il y a du surchauffe dans les médias, parce que, ils reprennent dans Match, qui est quand même le média qui a permis l'élection de Macron, accessoirement, une déclaration de campagne électorale quand même un peu à la va-vite. Alors c'est quand même intéressant parce que ça fait maintenant une quinzaine d'années que Marine Le Pen fait des efforts de dédiabolisation. Ouais. Et pour cela, elle pasteurise quand même pas mal son discours. En tout cas, c'est le reproche qui lui est fait par certains. Et là, alors là, on progresse dans la diabolisation, c'est Satan. Ouais, c'est Satan. Là, ça va être difficile d'aller plus loin. Ça rappelle une règle qui est souvent oubliée, c'est que la diabolisation n'est pas causée par le diabolisé, elle est causée par le diabolisateur. Oui, c'est pas les comportements du diabolisé. C'est pas les comportements du diabolisé, parce qu'on trouvera toujours quelque chose. C'est le diabolisateur. Qui décide. Voilà. C'est le diabolisateur. Alors là, en l'occurrence, le diabolisateur, c'est une alliance du pouvoir politique et du pouvoir médiatique. Ouais. Non, mais c'est intéressant. On va voir la réaction de Charlotte Dornelas à cette déclaration de Gérald Darmanin. On a d'abord un Gérald Darmanin qui nous disait il y a 3 mois que Marine Le Pen était trop molle et aujourd'hui elle incarne le parti de Satan. Il va falloir choisir quand même. Ensuite, il y a effectivement la lèpre, mais on est habitué. Le macronisme a été loin dans l'insulte verbalisée, on va dire, sur le Rassemblement national. Et ensuite, il y a les réactions. Le monde médiatique et le monde politique d'ailleurs qui traque les dérapages depuis 30 ans. À chaque fois que vous sortez de la route que eux-mêmes ont tracée, vous dérapez. Très bien. Donc vous dérapez pour un mot. Ils sont capables de passer 3 semaines dessus. Et là, on vous parle de lèpre populiste, lèpre. On vous parle de marque satanique. Et là, effectivement, personne ne réagit. Parce qu'en réalité, en effet, avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen, c'est open bar. Toujours très percutante, Charlotte Dornelas. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant que le même Darmanin qui reproche à Marine Le Pen d'avoir atténué, amolli son discours, lui reproche en même temps d'être Satan. Ouais. Ce qui prouve que l'amollissement du discours ne sert à rien, n'empêche en rien la diabolisation. Voilà. Alors, autre fait médiatique lié à cette campagne électorale et peut-être à ces déclarations, c'est une agression à un candidat Rassemblement National et un militant violemment agressé à Arles. Jean-Yves, une agression qui a un petit peu fait parler, mais pas tant que ça. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait eu l'occultation complète. Il y a eu la minoration. Ouais. Dans le cas où des gens du Front National auraient agressé des gens de la France Insoumise ou de la LRM, là, on aurait eu la majoration. Oui. Donc, c'est un peu comme ça qu'on déséquilibre l'information. Mais en l'occurrence, on ne peut pas dire qu'il y ait eu occultation. C'est service minimum quand même. Même la Provence, qui est le journal local tenu par le système,
en a parlé. Enfin, ça fait 8 lignes, quoi. C'est pas énorme non plus. Hein. Mais il y a la photo. Ouais, Pour une fois que je suis indulgent. c'est vrai, mais bon, c'est quand même minimum. Et puis surtout, on peut se dire que ces agressions aussi, les journalistes pourraient par exemple questionner l'attitude de Darmanin qui parle de marque satanique. Enfin, il y a un climat général. Ça légitime. Bah oui. De même, alors moi je vous l'annonce tout de suite, tout ce discours est un discours de pré-légitimation de la fraude électorale. Et je pense que si M. Mariani est en place, en position de gagner la région Provence, Ce qui semble être à peu près le cas, a priori. il aura à faire face à une fraude électorale massive. D'abord parce qu'il y a une certaine culture de la fraude, culture historique de la fraude à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, dans les anciennes communes communistes, dans le Var. Donc il y a une culture de la fraude dans toute cette région. Et qu'il y a une culture qui est en train de se mettre en place du clientélisme minoritaire. Ouais. Voilà. Honnêtement, quand il faudra demander un bulletin de vote Mariani dans les quartiers nord de Marseille, Oui. bon courage. Ouais. Vous faites référence à cette technique de fraude un peu détournée qui est d'oublier, entre guillemets, de mettre le bulletin Rassemblement National et du coup, on a un peu peur de le demander. Oui, voilà. ou tout simplement par une erreur de glisser un bulletin autre sur le bulletin Front National, au Rassemblement National, en attendant que les électeurs courageux protestent. Ouais. Bon, alors les électeurs prudents viennent avec leur propre bulletin dans la poche. Ok. Voilà. Alors, Mais la fraude électorale, ça existe, ça a existé en France, ça existe toujours en France, et ça a existé aux États-Unis. Voilà, c'est pas un truc... voilà. Et ce qui permet la fraude, ce qui légitime la fraude, ce sont les campagnes médiatiques de diabolisation préalable, puisque contre Satan... à tous les coups sont permis. Hein. Hein Ah oui. Alors, toujours dans ces élections, Jean-Yves, une conférence de presse à 7 avec Jean-Paul Garot, donc on est dans la région Occitanie, une conférence de presse avec un média absent. Oui, alors c'est tout de même assez étrange parce qu'il y a la tête de liste qui est en tête dans les sondages, flanqué de plusieurs députés européens, Florian Colistier, qui fait une conférence de presse. Bon, c'est un sujet local quand même, à tout le moins. Oui. Et le Midi Libre n'est pas là. Le Midi Libre, c'est le journal local, enfin la follicule locale. Alors, qu'est-ce que c'est le Midi Libre ? Le Midi Libre, c'est dans le groupe Dépêche du Midi, propriété de M. Bailey, grand personnage du radicalisme Grand Orient du Midi. Et alors, c'est un organe particulièrement subventionné par les contribuables. Ah bah tiens. En 2019, 1 300 000 € pour cette feuille locale. 1 300 000 € pour occulter les événements locaux, c'est pas mal. Ouais, on appelle le 10 000 libre, c'est ça ? Le 10 000 livres, le 10 000 livres, absolument. La dépêche du 10 000. La dépêche du 10 000, la dépêche du 10 000, oui, absolument. Toujours dans les élections, alors pas régionales cette fois, Jean-Yves, mais présidentielles. Géraldine Vosner du Point, exclusive pour la première fois un sondage teste en situation réelle une candidature Zemmour, bilan 5,5%, c'est faible. Donc votre avis sur ce tweet ? Bah, à mon avis, c'est fort. Ah, c'est pas faible, 5,5%. Bah, non, parce qu'il n'est pas candidat. Il y a juste eu un peu de teasing et il est déjà à la hauteur de Jadot et de Hidalgo qui s'agitent depuis des mois, si ce n'est des années. Donc je crois que c'est un point de départ. C'est une affaire évidemment à suivre. Hein. Je pense que sur le plan médiatique, en fait, Zemmour aujourd'hui est très présent sur des médias type CNews ou des médias alternatifs, que s'il devait être candidat, ce qui semble quand même une hypothèse probable, il accéderait de facto à une audience plus grande. Et c'est là qu'on verra si ça marche ou si ça marche pas, sachant que ça a l'air d'intéresser plutôt des électeurs CSP+, ou des électeurs venus de LR, plutôt qu'immédiatement les électeurs de Marine Le Pen. Bon, c'est une affaire à suivre. C'est vrai, son cœur de cible, a priori, ne sont pas les électeurs de Marine Le Pen. Changement de sujet avec ce tweet de Raphaël Glucksmann, donc le mari de Léa Salamé, on le rappelle, et député européen. Les données officielles chinoises sont claires. Pékin a mis en place une politique systématique de remplacement de la population ouïghour par un peuplement Han dans le Xinjiang. Je ne sais pas si je prononce bien.
Donc le crime contre l'humanité en cours est confirmé par les statistiques de l'État chinois. Alors, là, Monsieur Glucksmann, il va chercher le grand remplacement très loin. Ouais, c'est... Et il considère le grand remplacement comme un crime contre l'humanité. Très bien, mais pourquoi aller chercher si loin? Pourquoi il va chercher si loin? Parce qu'en fait, l'opération Ouïghour est une opération américaine de déstabilisation de la Chine, comme il y a eu l'utilisation de minorités musulmanes par les États-Unis, par exemple en Afghanistan contre l'Union soviétique. On est là dans la pure géopolitique. Et M. Glucksmann étant le porte-parole, une sorte de porte-parole officieux de l'État profond américain. Voilà. Alors là où il manque pas d'air, c'est qu'effectivement, le grand remplacement en France, avec des statistiques confirmées, etc., pour lui, ça sera du complotisme. Enfin, c'est incroyable. Oui. Ah oui, mais... Il y a le bon grand remplacement et le mauvais grand remplacement. C'est vrai qu'on en rigole beaucoup, mais moi, je vous avoue que ça m'énerve un peu plus que ça me fait rire. Oui, oui, mais bon, vous comprenez. Puisqu'on parle d'énervement, on va s'intéresser à une vidéo du docteur Berger, c'était sur CNews, et il évoque la criminalité, la violence des jeunes. Les jeunes que je vois n'ont pas d'empathie, c'est-à-dire aucune identification à ce qu'ils font aux autres. Quand je demande, j'ai quand même posé la question à 140 mineurs violents, qu'est-ce que tu penses que ça a fait à la personne que tu as blessée? La réponse que j'ai à peu près systématiquement, c'est « j'en ai rien à foutre ». Ce qu'évidemment, ils ne vont pas dire devant le juge. Un autre aspect, c'est que ces personnes, ces mineurs, n'ont plus de limite. Avant, frapper, c'était grave. Maintenant, ça n'est plus grave, et tuer n'est plus grave, pour certains. Là où je travaille, 10% des mineurs extrêmement violents proviennent d'une famille, comme on dit, français de souche. Et les autres sont issus de l'immigration, parfois fraîchement arrivés, parfois déjà depuis plusieurs générations. Ces propos sont à la fois très, très calmes, très pondérés, et ils démontrent que le problème, que le chaos sécuritaire est la conséquence du chaos migratoire. Parce qu'il nous dit il y a 10% des mineurs extrêmement violents sont issus des Français, des familles françaises de souche. Et 90%, c'est énorme. C'est-à-dire la quasi-totalité, sont issus de l'immigration. Ce qui veut dire quoi? Que si on arrêtait les flux migratoires, eh bien, on réglerait une bonne partie du problème de la sécurité. Il n'y a pas vraiment de problème de sécurité en France. Il y a un problème migratoire, il y a un problème d'immigration. Et là, c'est parfaitement démontré par le docteur Berger. Alors c'est une illustration de la liberté d'expression aussi, parce que ce sont des propos qui pourraient presque être interdits sous le titre de certaines lois. Et justement, Jean-Yves, en Allemagne, eh bien, il y a des problèmes avec la liberté d'expression. On le voit avec cet article de l'Observatoire du journalisme, coopération Big Tech et médias allemands, avec les médias allemands et donc les GAFA qui s'allient. Ça nous rappelle la France aussi. Oui, en Allemagne, il y a une problématique. C'est lié au fait que les journaux papier ne se vendent plus. Ouais. Et donc, ils essayent de vendre, entre guillemets, leurs papiers, leurs articles sur Internet. Et à ce moment-là, ils dépendent des GAFA. Voilà. Exactement. Pas plus compliqué que cela. Alors, en Allemagne, on a aussi une problématique de liberté d'expression. Oui, alors il y a un article de la Frankfurter Allgemeine, quand même l'un des grands journaux allemands avec Die Welt, qui signale que 50% des Allemands considèrent qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Ouais. Ce qui est un chiffre qui n'avait jamais été vu auparavant en République fédérale d'Allemagne. Et donc il y a quand même une prise de conscience dans l'opinion de la restriction de la liberté d'expression, qui était quand même considérée, qui a longtemps été considérée comme absolument le meilleur identifiant de ce qu'on appelait, à l'époque de l'Union soviétique, le monde libre. Ouais. Eh bien, l'Union soviétique est tombée, mais le monde libre a cessé d'être libre. Le monde qu'on disait libre a cessé d'être libre. Alors, pour conclure cette revue de presse, 3 petites actualités médiatiques assez amusantes, avec tout d'abord un tweet d'Arrêt sur Image. Alors, pour rappel, Arrêt sur Image qui, le 4 juin,
déclarait en s'interrogeant, hein, la nuance est-elle encore possible en 2021 ? Donc voilà, l'idée c'était la nuance. Pour finalement le 15 juin tweeter quand la présidente Le Pen ou le président Zemmour ouvriront des camps ou donneront l'autorisation de tirer, Pavlenko, donc qui est officier avec Zemmour sur Face à l'info, et Jordan Bardella ne surenchériront pas. Donc ça, c'est arrêt sur image. Oui, c'est tout dans la nuance, effectivement. C'est incroyable, quoi. Voilà, on cherche la nuance et finalement, Zemmour et Le Pen ouvriront des camps, quoi. Enfin bon, bref, complètement incroyable. Autre actualité un petit peu amusante. À Avignon, un clandestin qui a volé le sac d'un journaliste de France Télévisions, Jean-Yves. Ah, c'est pédagogique. C'est pédagogique. Ça, il faudrait payer ce clandestin au titre de la formation des journalistes, je pense. Alors, sachant qu'il a été conduit vers le centre de rétention administratif de Nîmes après ce méfait. Ah, mais on rigole pas, là. Ah bah, quand on touche un journaliste, je peux vous dire que on ne rigole plus. Là. Ouais. La justice est sévère. Et puis, pour finir, ce petit encart dans le canard enchaîné à propos de l'agence France Presse. Ne reculant devant aucun progrès, l'AFP a créé un comité interne genre et diversité qui prend son rôle très à cœur. Il vient de faire scandale auprès du comité d'entreprise de l'agence qui a osé programmer cet été une colonie de vacances sur le thème « Chez les Indiens d'Amérique », animée par des historiens. Une plaquette de la colo sur laquelle figurait la tête d'une gamine coiffée à l'indienne a fait bondir le comité genre et diversité qui a vu une sexualisation des petites filles, obligeant l'organisateur à remplacer la gamine par un tipi. Le dit comité a aussi hurlé à l'appropriation culturelle malvenue et obtenu que l'appellation Indien d'Amérique soit remplacée par Amérindien. Une pétition contre le grotesque de la situation a été lancée. Donc l'AFP... Entre deux bobards, il faut quand même qu'ils s'amusent un peu entre eux, quoi. Non, mais c'est fou. Ça montre que le politiquement correct va même finir par manger l'AFP, quoi. Ils se mangent entre eux. Oui. Le politiquement correct a longtemps mangé l'AFP, mais maintenant, ils se mangent. C'est un peu comme l'affaire du LOL, où ça se retourne. Oui, la Ligue du LOL. Ouais. La Ligue du LOL, voilà. Finalement, tout le monde finit par être rattrapé. Là, tout le monde a quelque chose à reprocher. C'est une logique révolutionnaire. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on ne guillotine plus, mais c'est une guillotine sociale. Ou médiatique. Passons au deuxième sujet. CNews attaqué, la diversité, oui, mais pas politique. C'est un article de Libération qui a été très largement commenté cette semaine. 36% des invités politiques de CNews sont d'extrême droite, selon Libération, avec un tableau qui montre effectivement une plus grande proportion de droite en bleu clair et d'extrême droite en bleu foncé chez CNews que chez d'autres chaînes, Jean-Yves. Oui, alors, ce qui est assez intéressant... Bon, d'abord, on est dans le vocabulaire diabolisant, c'est-à-dire l'extrême droite. Alors, je ne sais pas qui mettre dans l'extrême droite, mais enfin bon, donc on est dans le vocabulaire diabolisant. Ensuite, on nous dit, c'est incroyable, ils sont présents sur CNews. Et on ne nous dit pas que ce que le journaliste appelle l'extrême droite fait 3% sur France Inter, payé par les contribuables, 1% sur LCP, payé par les contribuables, alors que électoralement, c'est entre 20 et 30%. Ouais. Donc le vrai scandale, il n'est pas chez CNews, il est pratiquement chez tous les autres. Et partout ailleurs, en fait. Partout ailleurs, et particulièrement sur certaines chaînes de services publics. Même, allez, France Info, France 2, qui sont plutôt dans le haut du tableau, hein, plus près de CNews, c'est 10%. Ouais. Pour un courant politique qui représente, en n'étant pas très généreux, entre 20 et 30%. Donc on inverse, c'est l'inversion accusatoire. Et justement, Jean-Yves, on a Paul Séville sur Twitter qui s'est amusé à rajouter à ce tableau un comparatif avec le résultat des votes au premier tour de la présidentielle 2017, où on voit bien qu'effectivement, ce qu'il appelle l'extrême droite faisait 27%. Et donc, là, on se rend compte qu'effectivement, certes, CNews est quand même un peu au-dessus, mais c'est pas non plus complètement délirant. Mais c'est vrai, Jean-Yves, que CNews a quand même plus d'invités de droite ou d'extrême droite. Oui, c'est-à-dire, CNews invite tout le monde, bon, et il y a un certain nombre d'invités de gauche qui ne viennent pas, d'extrême gauche qui ne viennent pas. Alors évidemment, c'est difficile pour eux. Ceci étant, CNews compense très peu
le déséquilibre, parce que CNews, c'est pas du tout l'audience de France 2, par exemple. Ouais. C'est pas l'audience de France Info. C'est une belle audience, évidemment, qui a progressé, mais c'est pas la même audience. Ouais. Donc, si on pondérait en volume d'audience les chiffres obtenus et qu'on les compare au volume électoral, on trouverait une distorsion absolument incroyable. Sachant que, quand même, CNews, c'est une chaîne privée. On ne reproche pas à Libé d'inviter 90%, enfin 100% de gens de gauche ou d'extrême gauche dans ses colonnes, dans ses tribunes, etc. Là, on reproche à CNews, alors que c'est une chaîne privée. Par contre, sur les chaînes publiques, on reproche à personne de ne pas respecter la pluralité d'opinion. Alors, d'où la proposition assez intéressante de Brésinfo, en disant les chaînes privées, elles font ce qu'elles veulent, et les chaînes publiques, proportionnalité intégrale. Alors, il est évident, objectivement, que l'un des grands sujets à venir, c'est le rétablissement de la diversité et de la pluralité dans les médias. C'est-à-dire que, au fond, il faut généraliser le modèle CNews. Ouais. Voilà. Quand il y aura la même représentation des différents politiques dans tous les médias que sur CNews, on aura une certaine pluralité, une certaine diversité politique. Et donc, on récapitule un Brésinfo qui propose l'arrêt des aides à la presse pour l'ensemble de la presse, avec une exigence de la proportionnelle en politique dans les invités, mais aussi dans les journalistes et les chroniqueurs sur le service public. Alors, ça paraît... Le plus important, effectivement, sont les journalistes et les chroniqueurs, parce que les invités, même un invité, entre guillemets, de droite ou d'extrême gauche, ou d'extrême droite, pardon, selon leur vocabulaire, invité sur une chaîne publique, il va être interviewé systématiquement par un journaliste de gauche. Ouais. Et donc, il y a un biais. Mais y compris sur CNews et des journalistes de gauche. Y compris sur CNews, où il y a des journalistes, on va dire, de différentes tendances. Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant. Mais bon, ces propositions-là, à mon avis, elles ont peu de chances d'être retenues, puisque les aides à la presse, c'est quand même une drogue dure pour les médias. Donc, ils auront du mal à s'en passer. Pour finir sur ce sujet, on va écouter la conclusion de l'assistante d'André Berkoff qui avait invité Dominique Régnier de Fondapol. La société française qui s'est droitisée, c'est elle qui s'est droitisée et qui a créé un appel à représentation et non les médias qui ont droitisé la société. Ça fait quand même écho à certains débats en ce moment, notamment sur CNews. Alors c'est une déclaration, l'étude de Régnier est très intéressante, il faut la retrouver. Cette conclusion est intéressante parce que c'est l'histoire de la poule et l'œuf. Les grands médias expliquent que le média mainstream, politiquement correct, CNews droitise l'opinion. Ce qui est quand même étonnant, puisqu'ils ont dans leurs meilleures audiences 1 million de personnes, ce qui n'est pas 40 millions de Français. L'assistante de Berkoff rappelle ce que dit Régnier dans son étude, assez scientifique, on va dire, c'est que les médias, et notamment CNews, suivent la droitisation de l'opinion. Ils ne la créent pas. Et c'est précisément parce que CNews a répondu à l'offre, a apporté une offre de droite à une demande de droite, qui sont passés de 200 000 spectateurs à 1 million chez Pro et chez Zemmour. Donc c'est très, très intéressant parce que la thèse de Régnier, l'étude de Régnier, invalide la thèse officielle du mainstream médiatique. Alors Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission, mais vous avez un coup de chapeau. Un coup de chapeau et presque un coup de bâton. Un coup de chapeau à Thaïs Descuffon et Jérémy Piano qui se retrouvent à nouveau poursuivis pour des propos tout à fait bénins tenus lors de leur l'opération de génération identitaire dans les Pyrénées, et donc avec un procureur, monsieur Amounzategui, le procureur de Saint-Gaudens, belle figure d'honnête homme, qui a revendiqué 4 mois de prison avec sursis pour un pur délit d'opinion au titre de la loi Pleven, qui est censé combattre la discrimination contre les personnes, mais qu'on oublie d'utiliser quand il y a des racisés qui demandent, des lesbiennes racisées, qui demandent que les blancs et les hommes se mettent derrière. Ouais, 2 poids, 2 mesures. Bravo en tout cas au courageux, à la courageuse Thaïs et au courageux Jérémy. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.